Ce podcast est présenté par Mise au jeu. Mise au jeu. Gages-tu? On va à Newton. Ok. Je pense qu'il faut qu'on s'excuse. Pourquoi? Parce que on enregistre 24 heures plus tard, puis Ça a nos, été un dans nos, le fond, fans, les- nos fans sont énervés. Ouais, ça a été un difficile lundi, hein? C'était Dans le fond, difficile. c'est moins difficile quand il y a quand il y a un CCPP avec une défaite qu'une victoire de l'Impact, mais sans CCPP. CPP. Ce qui veut dire que CPPP est important dans la vie des gens et le CanFC a fait son travail. Merci. Mais on s'excuse quand même. On s'excuse quand même. Tout ce qui manque, c'est de musique triste en arrière. Puis on veut donner des excuses. On est désolé. Non, j'étais pas à Costco dimanche, Dr. Foot. Non. Doc Guess what? Mayou. Yes. Non, ni hier soir. J'étais au Costco il y a 2 semaines. But Donc guess voilà. what? Oui, We're guess back. Hein? We're back. We're back. We're back. Et voilà, exactement. Juste mettez la chanson de Eminem là, ou Guess Who's Back, parce qu'on n'a pas le droit pour la faire jouer. Donc, je pense Puis on n'a pas le talent pour le chanter. Et dans ça aussi. Guess Who's Back. Parle le jingle. Ah, on y va, allez, 1, 2, 3. Peu importe c'est où, peu importe où ça se joue. MLS, Ligue des champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'Impact. Football Club, les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement les meilleurs. C'est le Cannes Football Club. La poutine du soccer. Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du Cannes Football Club, édition Couscous Piri-Piri, l'édition multi-ethnique, footballistique, socceristique de Montréal, du Québec, du Canada, avec vous, Sofiane comme d'habitude, et mon partenaire, mon ailier droit, côté gaucher qui aime couper vers le centre, le seul et unique, le meilleur, Nilton George. Surtout unique. Comment ça va? Ça va très bien, notre ADN est unique, nous sommes tous des êtres uniques, mais ton chit-chat football est de haut niveau. Ça va très bien, merci d'être là. On s'excuse encore une fois, parce qu'on ne peut jamais assez s'excuser. Et nous sommes de retour. Je pensais que ça allait passer comme ça, incognito. Non. Non. Les gens ont demandé. Les gens, ils font refresh sur leur application podcast. Il est où Sofiane? Il est où Nilton? Sont où Et, les impacts? Fausse à la rumeur comme quoi il n'y a jamais d'émission après une victoire. Exactement. Et puis surtout, les gens ont de se dire, ben, vous savez quoi? Ils aiment juste la défaite. C'est peut-être Ouais, vrai. dans le C'est fond, peut-être vrai. ils sont tous toutes ces émissions-là sont préenregistrées. En fait, oui. Puis On avait déjà enregistré avant en disant le hashtag. Finalement, on ne peut pas l'utiliser tout de suite, le hashtag. Donc, il a fallu le Exactement. OTP. Exactement. Donc, bienvenue. Normalement, c'est l'épisode 324. Si vous êtes retourné cette longue introduction, vous pouvez skipper les 2 prochaines minutes pour arriver à l'émission. Donc, voilà, merci beaucoup. Merci encore une fois à tous nos patrons qui contribuent à notre campagne de socio-financement sur Patreon, patreon.com/CanFootballClub. Évidemment, Et aussi à tous ceux qui nous écoutent puis qu'on ne pensait pas qu'ils nous écoutaient. On a appris ça la semaine passée. on a appris ça, on nous écoute en cachette. Non, c'est pas en cachette, on nous écoute, juste Non, que, voilà, on parle pas Ouais. souvent de nous, mais c'est correct. On vous aime quand même. On vous aime quand même, mais au moins, c'est mieux que les Ghost Followers, ceux qui parlent jamais. Ça, c'est... Eux, ils sont spéciaux. Donc, ça se voit que c'est un lundi. Hein. Donc voilà, merci encore d'être là. Et puis merci, suivez-nous sur les réseaux sociaux, Cannes Football Club, les mots-clés dans les différentes plateformes, surtout Facebook, parce qu'on est très nombreux là-bas, mais aussi Twitter pour avoir les dernières nouvelles, les derniers articles et les dernières petites tweetos pour partager avec vous. Allez sur la page Facebook pour l'événement Ligue des Champions au Bar Saint-Édouard, qui est normalement le 26 mai. Au moins que je me trompe, là, je vais tout de suite à la page en ce moment en live. Donc, allez à la page Facebook du Cannes Football Club et invitez des amis puis venez au parti de visionnement pour la Ligue des Champions, la finale. Oui, c'est ça, c'est bel et bien le 26 mai à 14h au bar Saint-Édouard au 808 Rosemont pour voir la finale entre Hala Madrid et Come On You Reds. Donc voilà, et puis merci encore d'être là. Donc, pourquoi on est là? On va parler des impacts et non pas de pourquoi Mo Salah devrait gagner le Ballon d'Or. Et l'impact a gagné, Nilton. Ils ont gagné.
Ils ont Triomphe. gagné une victoire de 4-2, in extremis peut-être, ou pas. On va en parler. Face au méchant New England Revolution. Une grosse victoire à Stade Saputo. Rapidement, les buteurs Jackson Hamel dans le temps additionnel de la première mi-temps. Qui a marqué? Un avant-centre, je pense, qui s'appelle Anthony Jackson Hamel. C'est révolutionnaire. J'ai jamais vu ça. Un avant-centre a joué puis a marqué des buts 2 fois. 2 fois. Oh. Il marque au temps additionnel de la première mi-temps. Ensuite, qui remarque aussi à la 52e sur une belle contre-attaque menée par Piatti. Piatti qui avait aussi une passe décisive sur le premier but. Et c'est Piatti encore qui donne un caviar à Raheem The Dream Edwards à la 65e. Pour ensuite le capitaine Piatti qui marque à la 68e sur une belle passe de Piet. Et Zahibo pour New England qui marque 2 buts vers la fin du match qui ont donné une petite peur à l'Impact. Oui, il fallait que le match finisse. Hein? Ouais, on avait hâte. À la 70e, on s'est dit, ouf, il reste 12 minutes de trop dans ce match-là. Mais imagine, s'il y avait une remontada à New England. Donc voilà, c'est plus ou moins le match par rapport à ça. Puis, C'était positif. tout à fait. Au terme de l'ayant partant, on note les absences de Rod Fanny et de Rudy Camacho dues à des blessures. Donc le retour du Jedi, c'est le 4-3-3 qui revient. Evan Bush, Duval, Cabrera, Raitala, Lovitz, Silva, Piet, Taider dans le milieu à 3. Tu as parlé de Saphir tout le long du match, toi. Hein? Il est super. Raheem Edwards, Jackson Hamel, Piatti. Donc voilà, du côté New England, un 4-4-1-1. Somi, Dielna, Anibaba, Farrell, Agudelo, Saissido, Zahibo, Penila, Fagundes devant, juste derrière Burnbury. Donc voilà, c'est plus ou moins le petit squelette du match, le petit box score classique. Et on commence tout de suite avec les évaluations. Saputo d'or, trop Poutine, j'ai l'air d'un foin. Je vais commencer Nilton parce que je décide. Voilà, je le mérite, merci. Après Taider, c'est. Après, Taider, c'est mon Saputo d'or secret, mais après Taider, je vais le donner. Je le donne à Ignacio Piatti parce que c'est facile, hein, il a tout fait offensivement dans ce match-là. Et avec une mention honorable à Jackson Hamel, évidemment. Mais je le donne à Piatti, il le mérite. C'était le joueur qui a provoqué le plus, puis il a fait son travail. Il n'y a aucun doute par rapport à ce qu'il a fait. Il a fait plus que son travail. Il a été exceptionnel. Voilà, il est parti beyond the Call of Duty, comme on dit. Il est vraiment allé au-delà de son rôle habituel. Il a été parfait. Ben, puis, oui, tu as totalement raison. Le deuxième aussi, c'est Jackson Hamel, même s'il il était capable seulement d'aligner à peu près 55 minutes, là, mais c'est pas grave. Au moins, il avait fait son travail. Mais tant qu'aller chercher un Saputo d'or fancy ou obscur, moi, Piet, là, dans ce match-là, est à l'origine de 3 buts. Hein. C'est lui, c'est tellement plus facile pour lui quand il n'y a pas besoin d'être continuellement en défense. Quand il peut juste entre guillemets, là, faire son travail, intercepter, donner... Et on l'a vu en fin de match, en confiance pour faire ce long ballon là, à Piatti. Tout à fait. On voit que un milieu défensif, c'est pas la position la plus sexy dans un club, mais c'est peut-être là une des positions les plus importantes parce que tout peut partir de là. Ouais. Un milieu défensif qui coupe au bon moment une attaque adverse puis qui est capable de relancer, ça fait toute la différence. Ça libère les gars, ça met l'équipe adverse hors position. Oui. Il y a une équipe hors position face à un Piatti qui était magique, là, pas seulement individuel. Et en plus, ce match-là, Piatti a réussi aucun dribble. Habituellement, un Piatti a des bons matchs quand il fait des dribbles. Là, il n'a réussi aucun. Il a fait autre chose. On va le voir un peu plus tard. On parle beaucoup de sa vision cette année un peu plus présente, de ses passes. C'est peut-être dû aussi parce que maintenant, il joue avec un avançant. Hein? Mais bon, on verra. Mais moi, le travail de Piet, là, je veux le souligner dans ce match-là. Non, il mérite clairement Piet aussi. Puis ça aide quand tu joues pas contre Atlanta et puis tu es accueilli dans ta zone pendant 90 minutes. Oui. New England, c'est du niveau de l'Impact. L'Impact doit battre des équipes comme New England. Ils n'ont pas le choix 11 contre 11. Ils n'ont pas le choix que d'être compétitifs. Puis ils ont prouvé qu'avec un peu d'âne physique et un peu plus de réussite et de travail. Tu sais, on a vu un peu l'équipe en début de saison qui travaillait fort défensivement, qui mettait le pressing, qui mettait le pied, qui n'arrêtait jamais d'aller harceler le porteur du ballon. Puis Piet faisait partie de ces joueurs. Même Edwards a fait ses tâches défensives. Donc tout le monde a travaillé fort. Puis on dit tout le temps la défense, c'est pas les 4 défenseurs ou les 3. C'est le 11, c'est tout le monde qui récupère. T'as 11 récupérateurs, mais t'as 11 attaquants. Parce que c'est tout en collectif. Du côté du Trou Poutine,
Honnêtement, j'ai du mal à en trouver un. Honnêtement, Ouais. C'est difficile hein, sur les titulaires là, d'en trouver un. On va en trouver un par défaut. Mais parce que un qui m'a déçu, même s'il n'a pas beaucoup joué, mais ça fait quelques fois, c'est Petrasso, c'est pas terrible. Hein. Il y a eu des mauvaises décisions. Une course là, où il y avait le champ libre là, pour élargir dans son couloir. Il a voulu couper au centre tout simplement pour se faire enlever le ballon facilement. C'est so-so, hein, Petrasso. On parlera pas de Vargas parce que ça a été encore un fantôme là, sur le terrain. Il a servi pas à grand-chose une fois qu'il est rentré, mais bon, on va pas s'acharner comme diraient d'autres. On a on a prouvé notre point avec le match de face à New England. Petrasso va falloir qu'il mette la switch à on. Ouais, mais je te rappelle, je sais pas si c'était moi qui l'avais dit, là, je prends le crédit quand même en pré-saison, c'est que qu'est-ce qu'il vaut exactement? Il sait bien qu'il soit international canadien, mais le gars il a jamais joué en D1 Europe ailleurs en Europe de façon systématique. Oui, c'est un petit gamble. Là. C'est pas quelque chose, c'est pas un grand pari. On n'est pas allé le chercher au Grand Prix. C'est un Canadien, ça prend une place locale, c'est correct. Là, il fait quand même partie des facteurs X, genre qu'est-ce qu'il vaut? Il a l'air bien en pré-saison, il court, il cavale, mais un joueur on voit qu'il a un peu de talent délié, qui aime provoquer, se met latéral. En tout cas, c'est un projet. Hein? Même à son âge, c'est quand même un projet. C'est pas un titulaire indiscutable, même si Duval a un mauvais début de saison, que ça soit lui, Duval sur le 11, ça peut, c'est des profils différents, mais chacun a ses forces et faiblesses, là, ça reste encore une terme. Cette place-là est encore à prendre. Là. C'est vrai. Bon, si j'ai oublié d'en choisir un, je peux mettre Duval, parce qu'il s'est fait manger quelques fois par... c'était qui? C'était Penilla? C'était Penilla, je pense. Il est rapide, le garçon. Oui, Penilla est hyper rapide, donc sur ça, je donnerais à Duval, mais honnêtement... je peux pas donner des jokers à chaque victoire de l'Impact. Sinon, tant mieux si on a de la difficulté à trouver trop de poutine. Ça va faire du bien. C'est ça. Surtout que mon cerveau n'était pas guéri à trouver une mauvaise performance. Je peux dire plusieurs mauvaises séquences de chaque joueur, mais j'ai pas pris le temps de vraiment dire oui, lui, c'est le pire joueur parce que c'était plus ou moins correct. Du côté de Gilles Danfoin, un peu bizarre ses débuts vers la fin du match. Dans le sens, je comprends que tu as un certain relâchement, tu sors tes 3 meilleurs joueurs, les trois de devant, quoi. Edwards, Piatti, puis Jackson Hamel. Et c'était un peu décevant de voir autant de... Voir ces buts-là, je dis pas que je cherchais nécessairement un blanchissage, un match nul, un blanchissage du côté de Bush, mais j'étais beaucoup plus intéressé par une structure plus intéressante. Et comme tu as dit, Gérard Danfoin, c'est les remplaçants n'ont pas fait beaucoup. Ils n'ont pas pu mettre le rythme un peu plus, même si certains c'était pour 5 minutes, d'autres pour 15. Donc voilà, c'est par rapport à ça. On disait que Jackson avait compris le message, qu'Edwards avait compris le message de Rémi Garde, mais visiblement, les autres joueurs n'ont pas saisi le message quand Rémi Garde disait que quand je rentre un joueur, il faut que je le regrette aussi un peu. Il faut qu'il démontre comme quoi ils méritent une place. Hein. Puis les 3 qui sont rentrés, ils n'ont pas réussi à nous faire comprendre qu'ils devraient être sur le 11 partant. Exactement. Ouais. Moi, ce qui m'a fait rire, là, c'est ton Saphir pendant le match. Il m'a beaucoup fait rire parce qu'il a beaucoup crié à toutes les fautes. Hein? Il voulait absolument la revanche du carton rouge. Mais non, il n'a pas même réussi à obtenir un carton jaune contre lui. Il a crié beaucoup, mais bon, c'était pas pour cette fois-ci. Touche pas à mon Saphir. Touche pas à Tyder. Non, mais blague à part, c'est un joueur qui joue dans les Europes, donc ces Européens, ils ont des attitudes différentes. Non, mais en plus, il a le sang un peu plus chaud que d'autres. Exactement. Puis la Serie A, on l'a bien appris la Serie A depuis l'âge de 18 ans. Mais oui, c'est clairement, il cherchait vraiment la faute, là, mais c'est ça, mais ça reste probablement pour moi le MVP cette année de la MLS, sans aucun doute. Oui, mais il va falloir commencer à faire un avertissement sur tes tweets, Saphir. Je sais pas. Toujours deuxième niveau, c'est écrit sur Saphir. On verra. Le temps me donnera raison ou pas. Du côté du public, on a le retour de Jonathan Tannenwald, le goalkeeper de Philadelphie. Probablement un des meilleurs journalistes en Amérique du Nord en termes de foot, couverture, analyse et débat en général. Donc merci Jonathan. Son saputo d'or c'est Piatti, son trop poutine c'est Silva. Difficile de le donner après un match avec 4 buts.
Gérard Danfoin, Jackson Hamel qui dit la vérité que c'est dans sa tête. Très bon point, Jonathan. Benoît Normand, Sapotodora Nacho, Tropotine Duval, Gérard Danfoin. À Jono Bourgo à Jonathan Bourgo de TVA Sport avec le vent dans les cheveux comme le Gélard d'Affoin original. Donc peut-être j'étais au stade avec toi donc j'ai pas vu le feed télé. Je sais pas si c'était par rapport à ses cheveux ou par rapport à ses commentaires. Il vantait. C'est vrai. Facile, donc voilà, donc et puis il avait un petit emoji de Benoît Normand, donc c'était plus une petite blague avec Jonathan Bourgo. Non pas, il cherchait pas le trouble, au contraire, Benoît il voulait rire un peu. Kevin Duska, Saplodor, Nacho de Mayo, Tropotine, controversé, mais malgré ses 2 buts. Jackson Hamel qui manque des appels et souffre en finition, amélioré. Controverse. Gélard Danfoin, Duval et la transition défensive en mi-terrain. Un petit dernier, quelqu'un qu'on voit pas beaucoup. Bon, j'aime beaucoup Licorne IMFC. At Mark Nicehead, ça peut d'or toute l'équipe. Tropotine, les anti-IMFC. Gérard Danfoin, jusqu'à 2, alors que ça va devenir 6-0. Donc merci à la Licorne IMFC. Compte très très intéressant. Merci aux autres qui ont participé, que ce soit Riyad, Camille, Alexandre Desroches, Raphaël Hadi, Geneviève Bourgeois, Borat, PL Diri, tout le monde qui participe, merci encore. Et n'oubliez pas de remplir les évaluations, les notes du match, des joueurs, du coach, de l'arbitrage et voter pour vos Saputo d'or individuels via le formulaire que Sid partage chaque fois. C'est aussi sur notre page Facebook. Donc, on va passer aux vraies affaires, Nilton. On va passer aux questions du public. On va commencer avec un petit thème. Il y a plusieurs questions sur les fameux corners, phases arrêtées. Michael nous demande est-ce que c'est dû au physique trop petit de nos défenseurs qui serait la cause des jeux arrêtés. Talia nous demande pourquoi Montréal n'a jamais un joueur sur un des 2 poteaux. Philippe Tremblay nous demande aussi est-ce possible d'être aussi mauvais dans cette phase de jeu et Lionson nous demande quel profil faudrait prendre cet été pour combler cette lacune-là. Est-ce qu'il faut recruter? C'est une question vraiment difficile à répondre parce que je suis pas coach. Mais moi, j'ai triché un peu parce que quand j'ai revu le match, j'avais vu ces questions-là, puis je me suis concentré sur les phases arrêtées pendant tout le match. Et celui qui a fait la différence, c'est fou, hein, mais celui qui gagnait beaucoup de ballons dans les premières minutes, dans les phases arrêtées, c'était Jackson Hamel. Ah oui, c'est vrai. Jackson Hamel était sur Zaibo tout le match, dans les phases arrêtées, corner, tout ça. Et quand il est sorti, c'est bizarrement le joueur le plus grand de New England n'était pas couvert. Il y avait Lovitz et Cabrera qui couvraient le même gars, et même à ça, il était à moitié couvert. Et lui, Zaibo, tout seul, a pu comme ça arriver en puissance. Ouais. Boum. Deuxième but, c'est encore la même chose. Là, c'est Mancuso qui est là. Mancuso, il fait une espèce de dégagement poitrine. Finalement, il a juste enligné le ballon dans les pieds de Zaibo. Des fois, il faut pas grand-chose. Moi non plus, je suis pas coach, mais de ce que je comprends, les phases arrêtées, c'est pas vraiment du individuel, c'est un peu de mix. Là. C'est zone individuelle selon certaines positions. Oui. Oui, on n'est pas grand. Hein? C'est bizarre qu'on est obligé de demander. Non, c'est pas vrai. Les avancantes sont souvent là aussi pour gagner parce que je me souviens de Drogba, il gagnait beaucoup de duels dans les phases arrêtées défensives. Tout à fait. Mais Cabrera, tu sais, c'est pas le plus grand. Il est un peu physique, mais quand même. Après, il faut demander à Raitala de gagner ces duels-là. C'est même pas un défenseur central. Lovitz, c'était auparavant même pas un défenseur. Puis nos milieux de terrain sont petits. Piet gagner un ballon dans les airs, ça sera pas évident. Notre gardien Bush commence à s'améliorer un peu dans les sorties, mais lui aussi, c'est pas un gros gabarit, là. Donc, forcément, la lacune dans les phases arrêtées, Rémi Garde comptait beaucoup sur Diallo, puis on l'a pas vu. Non, c'est vrai, puis idem pour Fanny, idem pour peut-être Camacho, mais c'est vrai, puis même Rémi Garde l'a dit après le match que oui, il a une différence de taille dans la surface, là, puis il continue à faire la couverture homme à homme, man-to-man dans la zone, dans la surface de réparation, mais honnêtement, tu sais, d'autres années, l'impact était assez grand en défense, là, puis il se prenait des buts, donc c'était une question aussi d'agressivité, de positionnement, puis ouais, et surtout de courage de mettre la tête. Puis je trouve qu'il y a assez de joueurs qui sont assez courageux, mais
Voilà, quoi. Moi, je vois pas de tendance. Puis encore une fois, je vais pas rentrer dans ce débat-là qui a duré pendant 6 ans que l'Impact prend juste des buts sur copier arrêté. C'est ce que je pense de ça, Nilton. Il y a deux choix. Hein. T'as deux C'est ça que choix. tu m'as dit pendant le match. Il y a deux façons de prendre un but. Que le jeu arrêté ou le jeu pas arrêté. Mais moi, je vois pas d'autre façon. Soit le jeu est en cours, soit tu marques ce penalty sur corner, puis après les buts de la tête sur des centres durant le jeu. Ok, parfait. Mais à un moment, regarde, c'est pas tout le monde qui défend comme la Juve. Puis voilà, c'est clair qu'en termes de question de positionnement, peut-être il faut mieux suivre le joueur, être plus conscient de tous des attaquants. Mais sinon, personne ne marquerait de but aussi. Si tout le monde était positionné parfaitement, il n'y aurait pas des marqueurs de 20 buts dans toutes les ligues. Bon, on n'a jamais eu vraiment un vrai... Oui, on appelait Simon le général, Ouais. mais il était pas un général sur le terrain. Il dominait pas sa surface. Non, pas assez. C'est surtout dans le jeu. En phase arrêtée, il était un peu mieux, mais ça dépend. Honnêtement, en termes d'agressivité, je trouve que Cabrera, même Raitala, peut-être moins, Cabrera, je trouve que c'est assez agressif. De ce que je vois, Lovit est très agressif et très athlétique. Oui, mais il y a le tempérament agressif, aller au duel, ça va, mais il faut les gagner. Mais tu as besoin d'avoir ça, c'est le minimum requis. Mais oui, mais tu peux quand même te faire battre. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui gagne des ballons clairs et nets. Là. Mais moi, ce que je suis intéressé de savoir, que si les gens peuvent répondre, si vous écoutez, qui vous voyez ailleurs en MLS, dans les matchs que vous regardez, que vous voyez comme référence en termes de défense sur les corners et les coups francs indirects ou directs. Juste, donne-moi une idée, puis je prends le temps d'observer ces équipes, parce que je revois d'autres matchs à MLS, donc ça va me donner une idée, mais j'ai pas pris le temps de vraiment m'attarder sur les phases arrêtées des matchs que je regarde. J'en vois pas 15 par semaine, peut-être une couple, plus ceux de l'Impact. Donc voilà, je fais un appel à vous. Envoie-moi un tweet à moi, @Sofiane Benzaza, Nilton, si vous voulez l'emmerder un peu. Mettez-le noyer ses notifications Twitter. et puis dites-nous, ben voilà, je trouve que, je sais pas, Marshall, puis Roman Torres, ça gère la surface comme des pros. Moi, je vais voir les matchs, puis je vais faire des comparatifs. Parce que là, j'ai pas de base de comparaison, mis à part comparer Bonucci, Chiellini, Barzagli à Cabrera et Tala. Donc voilà, it's my two cents. Désolé pour ma réponse un peu ouin, mais j'aimerais prendre le temps de plus observer ailleurs. Parlons de Nacho Piatti d'abord. Marc Belletête nous demande, est-ce qu'on a le droit à un nouveau Piatti ou c'était juste le temps d'un match? Est-ce que ça va continuer? Et Steph Ran souligne dans le fond que Piatti vient d'égaliser le nombre de passes décisives de la saison dernière avec 6. Est-ce qu'on a le droit à un nouveau Nacho? C'est une bonne question. Voilà, la première saison complète, parce qu'il est venu en 2014, il est venu faire 6 matchs, 4 buts, une passe. En 2015, 9 buts, 8 passes. 2016, 17 buts, 6, même chose pour l'année passée. Et là, il se retrouve avec 5 buts, 6 passes. Ouais. Puis, c'est pas des passes, c'est pas des sloppy second pass, là. C'est des vraies passes de but, ou même Vargas était capable de la mettre, là. Juste mettre le pied, puis c'était directement dessus. Mais faire des passes, c'est une chose, hein, mais il faut les avoir, ces opportunités de passe. Si ton avant-centre ou celui qui occupe cette position-là ne fait pas les appels de balle, c'est foutu, ça sert à rien. Nacho a fait des passes contre la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Angleterre. Expansion! Les Pelicans! A fait des passes parce qu'il y a eu des appels, là. Tu sais, Raheem a fait la course qu'il fallait. Jackson Hamel, la même chose. Tu sais, il a eu la lucidité d'attirer 2 gars vers lui. Puis, oui, tu sais, l'équipe adverse sait que Nacho aime tirer, aime garder le ballon. Donc, lui, s'il trouve une bonne option, bonne affaire, la passe. Mais tu sais, c'est un calculateur, Nacho. S'il se dit que j'ai beaucoup plus de chances de la mettre dedans, si c'est moi-même qui le fais, il va continuer à être égoïste. Mais quand c'est rendu 2-0, quand c'est 1-0, il peut se permettre un peu plus là, de donner le ballon, tout ça. C'est vrai. Mais quand tu es toujours en train de tirer l'arrière et courir après un score, Nacho, il va y aller par lui-même. Là. C'est vrai. Puis, regarde, il a une certaine métamorphose avec Nacho Piatti, mais j'ai pas l'impression que c'est une transformation complète. Ça reste le même joueur, au sens... Il changera pas. Voilà. Et maintenant, tant mieux s'il a encore plus de place que l'an dernier, mais ce qui reste important, même si Jackson Hamel joue toute la saison puis il marque 25 buts,
avec l'impact ramène Torres, puis le cousin de Torres, puis ça marque des buts. Il faut que Nacho continue d'être un buteur, à mon avis, et surtout qu'il soit un catalyseur de l'attaque. J'ai pas envie qu'il soit, déjà il sera jamais un sorte de ailier pur à la Justin Map, à la Mera, mais plus vraiment un joueur offensif lambda qui est capable de marquer 15 buts et faire 15 passes. Et c'est ça que je veux que Piatti continue de faire. Et si l'an dernier il a juste fait 6 passes parce qu'il y avait personne à qui passer la balle vraiment, il a dû tout faire. Exact. Et voilà quoi, en termes et on voit une grosse différence par rapport à ça. Et je trouve que dans le registre de Piatti, il porte le numéro 10, mais c'est pas un numéro 10, mais on savait tous qu'il avait il sait faire des passes. C'est un champion Copa Libertadores. C'est devenu un cliché que Piatti ne faisait pas de passes. Oui, il faisait pas de passes à Oduro à un moment. Exactement. On voyait clairement qu'il y avait une tendance par rapport à ça. Puis Piatti mature, puis Piatti peut-être veut dire peut-être j'ai pas envie de tirer autant. Peut-être j'ai envie de tirer un peu moins, puis moins de faire mal, puis arrêter d'essayer de marquer 25 buts. Puis il a reconnu, comme tu as dit, le positionnement de Edwards et de Jackson Hamel. Oui, là, il y avait du monde dans la boîte. Là. Il y avait des courses autour de lui. Ouais. Les autres matchs, il était tout seul. Non, c'est vrai. Il y a des occasions où il était 1 contre 4 là, face à Atlanta, puis il dit « Oh, il rate le filet. » Mais oui, mais il est tout seul, le pauvre. Ben oui. Là, les courses, là, c'est pas Kroliki qui l'a fait, là, c'est Silva. Il y a une grosse différence. Tout à fait. Puis ça récupère le ballon un peu plus haut. Donc lui, peut-être il a moins de terrain à faire. Et surtout, comme c'est le relais offensif de l'équipe, c'est lui le piston. C'est vraiment... Si c'est le piston côté gauche, c'est le piston devant, et c'est aussi le piston un peu en arrière au milieu, s'il est capable de recevoir le ballon et le lâcher à Jackson Hamel, comme il l'a fait au premier but. Donc lui, c'est vraiment le relais offensif. Si vous voulez l'appeler numéro 10, allez-y, mais il n'a clairement pas l'aptitude dans son volume de jeu, c'est pas un numéro 10 typique là. Taider est plus proche d'un numéro 10 que lui, mais je dis pas que Taider c'est un numéro 10, mais dans la posture et dans sa façon de distribuer le ballon, Piatti, c'est un catalyseur. Et là, Mais ce match-là, il était particulier parce que ses passes, c'est des vraies passes décisives. C'était pas des assistances MLS. Là. Non, c'était la passe qui tue. C'était la passe parfaite. La passe qui tue était bien pesée, elle était parfaite quasiment. Puis tout ce que l'autre joueur a à faire, c'est de faire la finition. Quelque chose qu'Edwards et Jackson ont fait de façon incroyable. Puis il y a quelque chose qui me dérange avec Piatti, mais vraiment, on a une star, puis j'ai l'impression qu'on n'a pas une star. Tellement que le joueur est humble et elle a accessible et normal. Je veux pas en venir pas une attitude de star, mais c'est une star sur le terrain. Voilà, c'est pour moi, genre... Si quelqu'un me dit qu'il est pas, genre, top 10 MLS, et je suis gentil, là, pour pas dire top 5. Allez, s'il est pas top 5 MLS, vraiment, je sais pas ce qu'il est. Parce que... Et je pense que la Ligue le reconnaît, là, que ce soit les médias, que ce soit la Ligue elle-même, que ce soit les autres joueurs. Ils reconnaissent que Piatti, puis il avait un sondage ESPN, c'est ça, que Piatti, c'est un des joueurs les plus sous-estimés. Ouais. Puis c'est une question d'image, marketing, image média, mais dans son jeu, tout le monde sait là. Atlanta, ils ont double team Piatti. Ce qu'il fait avec sur son but, le contrôle de balle, il est hallucinant. Ben oui, c'est du top niveau là, c'est du niveau international. Ben oui, contrôle orienté dans la course, il s'arrête pas, le défenseur peut même pas l'attraper par son maillot, tellement qu'il était à la position parfaite au bon moment, le bon timing et la finition. Ras le sol, croisé, petit filet, puis le gardien pouvait, même pas petit filet. Tellement que c'est parfait, le gardien pouvait rien faire. Puis c'est ça le signe d'un grand joueur. Puis honnêtement, encore une fois, profitez de Piatti, là. Il va pas être là jusqu'à 45 ans, parce que il est vraiment bon. Ouais, parce que l'après Piatti, il risque d'être compliqué. Trouver un gars comme ça qui va vouloir venir jouer à Montréal, là. Et vraiment être une personne aussi simple et aussi, je dirais pas humble, je le connais pas, mais je veux dire aussi simple dans son jeu, pas dans son jeu, mais dans ses ambitions, parce que là, il aurait pu partir n'importe ailleurs en MLS ou revenir en Argentine faire beaucoup plus d'argent. Il a cherché le calme de Montréal, aller au IGA, voilà quoi, payer avec son Interact Flash, puis il est content. Puis faire ses pubs BMO. Exactement. Voilà. Si BMO nous écoute, nous sommes disponibles pour des sponsoring. canafc@frankenlife.com. Voilà. Je vais être stressé mardi, là. Je commence à être stressé à chaque lendemain d'émission, j'ai des surprises. Bon, Steph nous demande justement Piatti. Est-ce qu'il faut en trouver un autre, le fameux penchant de Piatti à droite? Est-ce qu'il faut en trouver un autre parce qu'il a participé à 11 des 14 buts de l'Impact? C'est tout. Et que, comme tu disais, il va probablement partir dans 1 an ou 2, ou même s'il est blessé à long terme, on est dans le trouble. Ben,
Trouver un autre Piatti, c'est pratique. Tant mieux si on en trouve un, là. Tant mieux si Ben Arfa ou un autre joueur comme ça, une surprise inattendue s'amène à Montréal. Mais il faut pas que ça soit là présentement. On l'a vu, là, le- la star, le joueur qui va complètement transformer l'équipe, on l'a. On a Piatti. Là, ce qui manque à l'équipe, c'est pas un autre Piatti, là. C'est des joueurs de qualité en nombre suffisant. Ce qu'on a besoin, c'est d'autres gars sur le terrain. Ouais. Puis, il faut arrêter de dire on n'a pas besoin d'un attaquant, on a déjà deux. Non, on n'a jamais trop de joueurs de qualité, peu importe la position. Peut-être qu'un autre défenseur central serait exagéré, mais n'empêche, là, il faut des joueurs de qualité. Si Montréal a de la place pour recruter cet été, il faut qu'il aille chercher des gars qui vont faire la différence sur le terrain. Oui, la position, c'est pas vrai qu'on ait une équipe qui est complète. Le gars, on va lui trouver une place. Il n'y a pas de problème. Non, c'est ça. Il y a clairement. Piatti, c'est pas selon moi, c'est pas la priorité actuelle. Regarde, sur les 3 postes dans un 4-3-3 classique, là, avec le poste de Piatti qui est intouchable. Pas le poste. S'il y a 3 places, une place est réservée à Piatti, les 2 places peuvent être remplaçables facilement si l'Impact va faire un recrutement genre waouh. J'aime Jackson Hamel, j'aime beaucoup moins Mankosu, je le cache pas. Et Edwards, voilà, c'est un projet qui pourrait ne pas du tout marcher. Donc, il faut des gars comme ça dans une équipe. Là. C'est ça. Un effectif à 20-30. Il en faut, là. Mais tu les aides à développer, mais en même temps, tu sais, un 24 ans Edwards face à un 24 ans Vidalba, on voit la différence. Non, mais il faut pas être obligé d'aligner un Kroliki. Il faut que ce soit un choix. Il faut que le gars le mérite. Oui, il faut par défaut. Oui, il y a ça aussi. Donc, on rentre dans le concept plus général, la discussion plus générale de par défaut, ça c'est vrai. Et pour revenir à la question sur Piatti, mec, il faut que tu t'améliores tout le temps. Et que si t'améliorais ces Kroliki version ailier qui devient bon et qui te fasse 10 buts et 15 passes décisives, fais-le. Moi, le profil, le nom m'intéresse pas tant que ça. Tu peux ramener Griezmann maintenant? Bravo, fais-le. Alléluia. Qu'est-ce que je te dis? Moi, si ça arrive, tant mieux. Mais tout ce qu'on essaie de dire, puis je pense que tu dis la même chose, c'est vraiment améliorez-vous à chaque poste possible. Et vous aurez tout le temps des lacunes parce que vous avez pas l'effectif du Real Madrid, de Zidane, qui on dirait qu'il est juste invincible. Donc, tu te dis, si on a des lacunes, on va les compenser par d'autres joueurs, par d'autres positionnements, par d'autres postes. Les joueurs vont devoir donner les bouchées doubles, mais il faut t'améliorer à tous les postes. Piatti, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il fait tout. Il est vraiment fort. Il est payé pour ça. Quand tu vois ce qu'il fait, Dieu merci qu'il a demandé une augmentation de salaire. Parce que il a prouvé qu'il le mérite. Le concept du joueur, non, moi je joue mieux vers la fin de mon contrat pour rien foutre après. Non, Piatti, il performe. Il fait sa job. Il aime le foot. Il pue, quoi. Il pue le foot. Il l'adore. Il mérite chaque sou, là. Chaque sou, il y a encore plus. Puis en plus, voilà. Je sais pas pourquoi je le vois pas dans le dispute de concessionnaire, là. Je suis très déçu. On va avoir une raison. Prochaine question. Eric de Eurosnob Pro IMFC nous demande est-ce que Jackson Hamel est capable d'aligner plusieurs performances de suite comme celle contre les Reds? S'il se blesse pas, oui. Ouais, mais c'est... Zéro doute, Milton. Zéro doute. Mais le fameux s'il se blesse pas, les blessures fait partie je suis de la d'accord. dimension du joueur. C'est comme les gens, moi ça m'énerve quand on dit ouais, telle équipe est pas bonne parce qu'il y a eu des blessures, mais merde, ces joueurs, t'es allé les chercher en sachant qu'il y avait probablement beaucoup de chances de blessures. Tu sais, on peut pas dire Montréal est pas bon parce que nos défenseurs vieillissants sont blessés et notre milieu vieillissant est blessé. Ça vient avec. Non, c'est vrai. Puis Jackson Hamel, va falloir qu'il prouve, il va falloir qu'il s'organise pour être en santé et d'être capable d'aligner des minutes. Samedi, il a eu une superbe performance, mais il était juste capable de jouer 60 minutes. Et ça, c'est gossant là, à la longue. Oui, c'est gossant, mais attends, il est temps avant que tu conduises ton rant. Non! Et je suis pro Jackson en plus. Pardon, ton analyse détaillée et remplie remplie d'amour et de justesse. C'est vraiment pour dire, c'est que, regarde, quand j'ai répondu en disant oui, il peut faire répéter ses performances s'il se blesse pas,
c'est comme si je disais, quelqu'un posait la question, est-ce que Griezmann peut être meilleur buteur de la IPL? Je dis oui, sans problème. Mais je me pose pas la question si Griezmann se blesse, il se blesse pas beaucoup. Tu as acheté un jersey de Griezmann hier, c'est pour ça que tu pouvais pas faire ton podcast. Ça fait 2 fois que tu parles de Griezmann. C'est vrai? J'aime beaucoup ce joueur, mais voilà, c'est vraiment pour dire que, tu sais, je mets l'hypothèse blessure parce que on sait que c'est dans l'historique de Jackson Hamel, l'historique d'un joueur qui est encore relativement jeune. Dans son développement, dans son terme d'expérience de match. Il est pas jeune, là, il a pas 21 ans, là. Il a pas 21 ans. 24-25? 24-25. Il reste jeune, mais dans le foot, 24-25, on s'attend que tu il est inexpérimenté maintenant. Voilà, inexpérimenté. Donc, c'est pourquoi je dis, pour moi, en termes d'athlétisme, de talent, je trouve que, ouais, il peut répéter. Je dis pas qu'il a marqué 25 buts par saison comme Bradley Wright Phillips. Il se pourrait. Je le vois pas, mais je vois qu'il peut être facilement 10-15 buts en MLS. Oui. Moi, j'ai aucun doute par rapport à ça. Tu sais, voyons les défenses à MLS. Maintenant, si tout le monde va défendre comme les Red Bulls et Atlanta, Jackson Hamel à 29 ans, peut-être il aura du mal à marquer 10 buts. Parce que la ligue va changer. Mais voyons comme la ligue joue défensivement, Jackson Hamel, et je dis pas ça pour rabaisser Anthony, pour dire ce que j'ai vu en USL, ce que je vois en MLS, et ce que je vois ce que Mancuso fait, je dis non, Jackson Hamel, il peut faire ça facilement. Pas 2 buts, mais peut clairement créer plusieurs occasions de marquer puis être dangereux. Moi, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais sa performance à Jackson Hamel, là, même s'il n'avait pas marqué de but, là, elle était bonne. Elle était bonne. Oui. Il est venu gagner beaucoup de ballons au milieu de terrain. Les passes, là, il était là dans les duels. Il gagnait les duels. Les passes, il y avait une option de passe pour les milieux, pour les défenseurs. Il a vraiment fait un sale boulot pendant 60 minutes. Oui, ses débuts, c'est la cerise sur le Sunday, c'est le message envoyé à tout le monde, c'est le happy ending d'une semaine dont le thème, c'était Jackson Hamel. Oui. Mais on voit que c'est un joueur de qualité, on voit que c'est un joueur qui a le niveau MLS. Là, il faut qu'il passe à la prochaine étape. La prochaine étape, c'est la longueur, la longévité. La longévité, exactement, des matchs, un après l'autre. Il faut qu'il soit présent. Oui. Il ne faut pas que ça soit juste des flashs. Un bon match en 10, non, tu ne peux pas avoir une carrière comme ça. Là. On ne peut pas demander au staff de baser son équipe sur Jackson Hamel si on ne sait jamais s'il est capable de rejouer un deuxième match ou un troisième match consécutif. Parce que si ça devient un problème. C'est vrai, si le staff est là pour rester pour un bon 3-4 ans, il y aura un autre attaquant qui va venir d'ici les prochains mois ou prochaines années pour être l'attaquant numéro 1 de l'Impact. Maintenant, rien n'empêche l'Impact d'avoir 2 attaquants de pointe toujours en même temps. Miracle, ça pourrait arriver un jour. Ouais, mais les attaquants, ils vont avoir l'élément de fatigue, l'élément de blessure, tout ça. Nous, on a été quand même assez bénis. Piatti, il y a eu quelques passages où il a été absent à cause de blessures, mais rien de catastrophique. On n'a jamais connu des longues périodes d'absence de Piatti. C'est ça, il a joué 26 matchs en 2015, 32 en 2016 et 28 en 2017. C'est pas mal. C'est au moins 80% de la saison qui a été jouée depuis qu'il est là en 2015, 2016, 2017. Donc Piatti, oui, en termes de blessures, il y a quelques problèmes musculaires à un moment. Ça a duré 3-4 semaines, puis ça s'est bien passé. Mais Jackson Hamel, regarde, il a tout le temps le nuage gris qui se roule autour de lui, qui s'appelle blessure. Mais ça le nuit beaucoup, tu sais. Il n'a pas été capable de se justifier au staff à cause de ça, parce qu'il était absent pendant le camp d'entraînement. Oui, c'est vrai. Donc, tu sais, il va falloir, là, je ne sais pas c'est quoi exactement ses problèmes physiques, c'est plus ou moins clair, mais je ne sais pas comment il pourrait s'y prendre. Tu sais, des fois, il y a des joueurs qui ne peuvent juste pas aligner ces genres de minutes-là, puis ça va être ça sa carrière. Ça sera une carrière où c'est pas vraiment un super sub, mais c'est un joueur de soutien qui sera jamais capable d'être là, puis il va être en rotation. Mais bon. Et j'espère qu'on a tort, parce que si il est capable de jouer 70% des matchs, je pense qu'il y aura une belle carrière en MLS, en Major League Soccer, et surtout, athlétiquement, c'est juste supérieur à Mancuso. Voilà, tu vois la différence, gagner des ballons, faire des courses, faire plusieurs courses durant 60 minutes, c'est mieux que ce que Mancuso a fait. Mancuso, il était un bon buteur en Série B, mais avec l'Impact, c'était nul malheureusement. J'ai aimé sa pointe de vitesse. Je pensais à la conversation qu'on avait eue avec Bernier, où il disait qu'il y avait 2 sortes de vitesse. Il y a l'accélération, puis
la vitesse pure, là, une Oui. fois parti. T'sais, l'accélération, il est un peu lent. Oui. On le voit, là. Mais une fois qu'il est lancé, il y a une belle accélération, une belle pointe de vitesse. Là. On parle de Mancuso, là. Non, on parle de Jackson. Non, je blaguais pas, je vous assure. Non, Mancuso. Oui, en termes, Peut-être qu'il était bon quand il avait 26 ans en série B, là, mais là... Non, mais Mancuso, honnêtement, l'avoir dans le club ne me dérange pas. Au salaire, oui, ça me dérange parce que ça empêche le club à chercher d'autres joueurs. Mais en termes de profondeur, tu as un gars comme Mancuso, il peut jouer 10 matchs titulaires, il joue 15 matchs comme remplaçant, puis ça fait une bonne pioche. Tu sais, c'est l'expérience. Il peut te donner des buts importants, il peut même être titulaire pendant un certain bout pour te dépanner. Mais malheureusement, ce qu'il a fait avec l'Impact, c'est juste pas assez. Mathéo, c'est triste. Je veux dire, à son âge, ça fait 2 ans qu'il est blessure après blessure. Ouais. Ça sent la fin de carrière. Puis on est en train de payer le prix là, pour ça. Ouais. On est en train de payer le gros prix à un joueur en fin de carrière. Exactement. Et moi, je veux qu'il réussisse. À un moment que les gens pensent que je déteste Mancuso, que j'ai une vendetta contre lui. Non, je veux que Mancuso réussisse. Mais le problème, c'est qu'il faut... Il est plus capable. Voilà, qu'il soit plus capable ou qu'il ne peut plus ou qu'il ne veut plus. Il faut juste que l'Impact puisse vraiment maximiser son effectif. T'as trop payé pour Mancuso, arrête de mettre la pression de le voir comme titulaire. Arrête. Repose-le, laisse-le récupérer, puis fais-le rentrer des bouts de match. Qu'est-ce que tu veux faire? Honnêtement, je préfère que ne pas jouer sans attaquant et reposer Jackson Hamel que de faire jouer Mancuso pour qu'il se reblesse encore une fois. Ça n'a aucune valeur pour le club. Aucune. Donc voilà, c'est la fin de mon rant. Anthony Bedell nous demande, est-ce qu'on a vu le meilleur alignement partant en 2018 contre la Nouvelle-Angleterre? Je pense que oui, là. Je pense que oui. La saison est encore jeune, mais oui. C'était le meilleur match de Piet, Taider ensemble. Silva est beaucoup mieux qu'avant. Je suis pas convaincu quel est son poste exact, mais... Ouais, c'est sûr que c'est pas le meilleur qu'on va avoir cette année parce qu'il restait encore exactement des éléments, surtout en défense centrale. Raitala nous donne un solide coup de main, puis il risque de finir un peu comme Lovitz, MVP par défaut en défense. Parce que c'est lui qui aligne le plus de minutes. Mais en termes d'absence, avec la défense, des absences. Le reste, c'est pas mal ça l'équipe, là. Il y a personne d'autre qui manque. On a joué avec un vrai avant-centre. On a joué, Piatti, il joue à sa position, sa vraie position. On a joué avec un ailier avec Edwards. Silva a fait le boulot un peu sale, là, mais il a fait du boulot comme milieu central à vocation offensive. Oui, il a gagné beaucoup de ballons, mais il a combiné, là. Il a combiné beaucoup avec Taider, avec Piatti, avec Jackson, avec des jeux. Il y avait un objectif offensif une fois qu'il gagnait le ballon. C'était pas toujours beau. Comme tu me le disais pendant le match, des fois, il se croyait encore ailier. Il faisait des trucs un peu trop dangereux comme milieu central. Mais oui, c'était efficace. C'est loin d'être le meilleur 11 partant que l'Impact peut avoir. Mais oui, c'était le meilleur jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, oui. Mais avec les joueurs qu'ils ont, les blessures, c'est Diallo, Fischer, Donadel, Chouanier, Fanny. Donc, ce qui manque, c'est les défenseurs. Le reste, dès que tu vas devant la défense, c'est le meilleur. Ok, c'est le meilleur 7 qu'ils ont aligné. Voilà. C'est déjà pas mal. En ce moment, à moins que Griezmann arrive, c'est le meilleur 7 qui existe en ce moment. Troisième mention. Troisième. Trois. Donc, c'est pour ça que Dr. Foot nous demande Kroliki, c'est fini? C'est fini comme titulaire, mais il est là. Faux. Oui, il faut. Que ça soit, C'est parfait. Il est là. Mais Kroliki, dans quel monde est-ce qu'on pensait que Kroliki allait perdurer comme titulaire pendant 34 matchs? Non, on savait qu'il allait pas rester à ce poste-là. Puis dès que Gad a vu que Silva peut jouer 2 rôles, il l'a mis là. Puis c'est parfait. Kroliki, je l'aime bien. Il a un rôle spécifique. Tu auras besoin de lui peut-être mercredi contre Chicago ou plus tard. Mais voilà, il faut pas en faire Kroliki un nouveau Kalamala. C'est pas du tout ça. Il est meilleur que lui. Il est meilleur que Malas. Il est différent, Nilton. Il est différent. Non, il est meilleur. Ok, parfait. Tu peux dire différent, puis moi je rajoute la mention de façon meilleure. Mais je pense que tu as assez parlé de Kroliki en 8 matchs. C'est assez, oui, mais c'est à cause de Dr. Foot, c'est juste pour le faire plaisir. Benoît Raymond nous demande, après tous ces matchs, est-ce qu'on peut réellement observer un effet Robert Duverne dans les 20 dernières minutes de jeu, comme il avait été mentionné par le staff en pré-saison?
J'ai pas d'outils pour mesurer ça, mais je dirais oui peut-être, mais c'est tôt dans la saison, hein. Et en allemand, ils ont l'air bien, ils ont l'air en forme. Je sais pas comment évaluer ça, mais honnêtement, je connais pas c'était quoi le plan du Duverne? De les préparer pour dès la saison ou être prêt plus tard en juillet? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. On dit souvent, on critiquait le préparateur physique à cause des blessures. Bon, on en a eu des blessures. À gogo? Ouais, on critiquait le préparateur physique parce qu'on prenait des buts dans les dernières minutes de jeu. Ben, on a pris des buts dans les Dans la dernières minute minutes du jeu. Ouais. Et peut-être que finalement, on pointait à la mauvaise place, là. C'est Mais très comme tu possible. dis, on n'a pas accès aux données GPS, hein. On ne sait pas s'il court plus et plus longtemps. Ben, on peut sait demander, pas on peut demander à Rabin Madjer de donner le GPS de Tyder, on va le savoir. One, two, three. Il est Mais encore là, lui. il est toujours là. Taisez-vous, Donc, monsieur, taisez-vous. donc ouais, ben bon, les joueurs, ben, c'est un sujet de conversation un peu bizarre, là. Oui, parce que c'est ça, on sait pas vraiment c'est quoi qui se fait, mais ouais, ils ont l'air bien. Non, je trouve que l'équipe est en forme parce que Piet est en forme, parce que Tyder est en forme, parce que Silva a l'air bien, Piatti est en excellente forme. Est-ce qu'on donne crédit à Duverne? Ok, il a fait un bon travail, c'est un pro, il a coaché, il était à l'équipe de France, il était à Lens, Ouais, mais c'est un groupe, là. il était à Lyon, voilà. C'était pas un désaveu complètement contre, mettons, Jack Stern. C'était pas un désaveu contre le préparateur physique. C'est toujours comme ça, hein. Quand un entraîneur-chef arrive dans un club de foot, il arrive avec son staff, il arrive avec les gars en qui ils ont confiance, avec qui ils aiment travailler. Ils pensent de la même façon, ils sont habitués à ces techniques. Tu sais, c'est un peu cruel, là, comme façon de faire, mais c'est la façon de faire un peu partout en Europe et ailleurs. Puis bon, je veux dire, Robert Duverne, il a prouvé. Son CV parle pour lui, quoi. Parle pas mal, donc. C'est ça. Puis voilà, les anciens préparateurs au sein de l'Impact, je pense pas qu'ils étaient mauvais. Juste que chaque staff fait ses changements. Et puis je pense chacun a son style. Yannick Girard, depuis 2 ans, c'était pas une supercherie. Il a fait son travail. Puis voilà, ils sont séparés avec lui parce que voilà, quoi, le club a changé de direction. Ça veut pas dire qu'il était nul. Il faut pas commencer à croire que Robert Duverne va enlever 10 ans à Donadel, là. Exactement. Si Duverne a fait une préparation physique pour le style de Rémi Garde, de faire du pressing tout le temps, ben voilà, ils vont le faire et tant mieux. On le verra. Mais j'ai pas de doute par rapport aux capacités de ce staff, ni les autres précédents dans certains aspects. D'autres aspects, oui, j'avais des doutes par rapport aux décisions prises, mais voilà, c'est une question de joueur à la fin. Bon, Benoît Normand demande, suis-je fou de trouver Silva bien? Qu'est-ce qui fait que la communauté IMFC soit mi-figue, mi-raisin avec Alejandro? Bonne question. C'est peut-être le pitch de vente qui fait en sorte que, tu sais, c'est trop souvent, le débat qu'on a eu la semaine passée sur Vargas là, est pas mal basé sur le pitch de vente. Vargas a été présenté comme un joueur électrisant. Mettons. Le Guy Lafleur de l'Impact. Silva, on l'a aussi présenté comme le penchant droit de Piatti, sans qu'on l'ait vu jouer vraiment. Ouais, c'est plus ça. Il faut peut-être faire notre propre idée. On le voit, là. Silva n'est pas un Piatti, là, même pas proche, là. Mais il y a des trucs qui fait que Piatti n'est pas capable de faire. Oui. Son engagement sur un terrain, oui. Moi, j'aime beaucoup. Et je pense qu'on a parlé quand tu es au stade, là. C'était quelle section? 123, c'est ça? Il aurait fallu qu'on se tape. Il fallait, mais on disait sur Silva, moi, ce que j'ai beaucoup aimé de Silva, il y avait un certain leadership. C'est pas je pense qu'il a 28 ans, Silva, 29 ans. Donc, il a l'expérience. C'est pas un jeune là qui vient d'arriver. Donc, son sourire de jeune homme, il faut pas faut pas confondre son sourire de jeune avec une jeunesse dans son attitude. Il est très mature quand je le vois, il a l'air vraiment mature, puis leader, puis il donne des instructions. Oui, il a bel et bien 28 ans. Puis je le vois, j'ai dit, il donne des instructions à Raheem Edwards, le positionnement. Il s'implique avec Tyder. Donc je vois une certaine il est impliqué, là. Voilà, il est dans le projet de l'Impact de Montréal. Il n'est pas de partage. Voilà, exactement. Il a une certaine grinta, puis il a vraiment envie de bien réussir. Puis je pense qu'on lui donne un rôle qui est peut-être pas le sien, comme sorte de troisième milieu de terrain. Peut-être c'était le sien. J'ai pas vu les matchs d'Olympia, puis de Lanus et tout ça.
ou pick and roll, mais il a une certaine âme dans son jeu, puis il a faim. Puis on voit, il a une physique un peu frêle, il est mince, il est un peu élancé, mais on se dit, mais le gars, il est comme une allumette, mais tu le vois dans l'impact, il se donne, puis il rentre dans les jambes, puis il travaille, puis il cavale, puis c'est un joueur techniquement qui est pas dégueulasse. Donc moi, je pense malheureusement, le temps, on va devoir attendre un peu. Parce que Ouais. il faut que je Il le faut voie pas, il faut pas le voir comme un buteur de 10 buts. Tu sais, Ouais. peut-être qu'il va y arriver, là. On le voit qu'il y a ce flair-là. Mais c'est juste une autre dimension de joueur qui va nous faire. Moi, quand je l'ai vu aller, là, il m'a vraiment fait penser au style d'Andrés Romero, mais avec un peu plus de talent, là, avec un peu plus de technique. Mais c'est ce style-là de joueur qui est toujours dans le duel, toujours Ouais. au combat. Mais si Romero avait du flair, je pense que Silva a plus de punch. Tu vois, je veux dire. Mhm. Romero, il avait vraiment, j'utilise ce mot trop de fois, mais il avait un style de numéro 10 un peu, tu vois, genre, c'est un ailier, mais il avait une sorte de flair et de jeu dans son jeu. Ouais, c'est pas pour rien qu'il a essayé, que Biello l'essayait de temps en temps aussi comme milieu de terrain, un peu Exactement. comme Silva maintenant. C'est Là. ça, donc il y avait un certain flair, Romero, mais plus ailier créateur, fouteur de merde, c'est vraiment provocateur. Silva, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus carré, plus Ouais. sec, plus, même si Un peu plus cérébral. Là. Voilà, puis dans son style, même si t'entends, il essaie de faire des dribbles au milieu de terrain qui sont peut-être pas propices là, pour le positionnement, comme tu avais dit au début, Nilton. Mais voilà, j'aime ce profil. Je veux le voir jouer dans le même poste, ou même différents postes, mais sur une plus longue durée. Moi, je dois attendre juillet pour voir, pour me donner une idée. Malheureusement, c'est long. Le staff le connaît, moi je le connais pas, mais je veux voir la tendance. C'est une question de tendance. Moi, Tyder, je vous dis exactement à quoi s'attendre, puis il le fait exactement. Parce qu'on le connaît. Piet, on s'attend pas à 15 000 variations dans le jeu de Piet. On sait ce qu'il fait. On sait ce qu'il sait pas faire. Alors que Silva, j'ai besoin d'un peu plus de temps pour voir un peu quel est le volume de son jeu. Moi, j'ai juste hâte de le voir jouer à droite. Oui, mais justement, est-ce que c'est son poste? Est-ce que c'est son poste avec l'impact? C'est ça la question. C'est pourquoi il faut donner un peu de temps pour voir ce que ça va donner. J'aimerais donner une réponse définitive, mais j'ai tellement envie de savoir beaucoup plus sur ce joueur-là. Puis je vais devoir parler à des gens Mais moi, le voir, je repense aux situations de match en mettant Silva à la place d'Edwards. Ça aurait été vraiment différent. Edwards, si tu trouves que Silva est frêle, là, Edwards, c'est une coche en dessous. T'sais, ses duels sont compliqués. Il a vraiment beaucoup essayé, mais physiquement, il perd ses duels. Silva va moins les perdre. Sa présence dans la surface est un peu plus claire et nette. Silva est en train de dépanner le club. Puis ce qui est bien, c'est son attitude. On l'a fait jouer comme défenseur droit, on le fait jouer comme milieu central, puis on voit pas de différence dans son attitude. Là. Il se donne à 100%. Exactement. Mais éventuellement, un gars à droite qui va se faire oublier, il va en profiter, lui, des passes de pied. Là. Voilà, puis Garde avait dit à sa signature que c'était un joueur qui avait un profil intéressant, ce qui peut jouer à plusieurs postes. Un peu comme Petrasso a été vendu à cet S1-là, mais bon, Petrasso, c'est un profil très, très diamétralement opposé à Silva. Mais c'est une question de vraiment voir où est-ce qu'il peut t'aider. Parce que je pense que si il y avait Tyder, Piet, puis un autre milieu de terrain qui était de bon niveau, peut-être Silva, on le verrait déjà à droite. Tu vois, il y a tout le temps ces hypothèses, parce que si l'effectif était un peu plus profond, est-ce que Silva serait là ou est-ce qu'il serait ailleurs? Donc, mais ce qu'on voit déjà, c'est qu'il prend ses responsabilités. On voit ça dans son attitude sur le terrain, ça se voit. Edwards, samedi, a pris ses responsabilités. Oui, il a eu des déchets, mais on voyait que son intensité et son envie de tout le temps de rattraper ses erreurs. C'est déjà une bonne chose. Éventuellement, rattraper des erreurs qui étaient évitables vont devenir inacceptables pour ce staff. Puis même s'il joue bien, ils vont trouver quelqu'un d'autre qui va mieux jouer que lui et faire moins d'erreurs. Éventuellement, les attentes du club va augmenter au fur et à mesure. Je l'espère en tout cas. Mais le minimum, il faut que tu aies la bonne attitude. C'est, Nilton? Attitude. Et c'est important d'avoir ça. Puis Silva, ce qu'il fait, c'est bon. J'aime ce qu'il fait, mais j'ai envie de voir le voir jouer plus longtemps pour me donner une belle idée, parce que c'est un joueur intéressant. Et surtout, ce n'est pas une supercherie. Ce n'est pas un faux joueur. De ce que je vois, j'ai pas l'impression qu'on s'est fait avoir. Je me donne jusqu'à juillet pour voir ce que ça vaut. Non, je pense qu'on est... On peut placer nos doutes sur d'autres joueurs. Exactement, oui, surtout, oui. Un certain Rodi.
Que fait-il, Rudy? Il est blessé, ça a l'air. Non, il est blessé. C'est vrai. Matteo Marquez nous demande est-ce que c'est normal que Gard ait pris autant de temps pour comprendre que Jackson était important dans le 11? Mais je pense que ce que Gard a dit avant le match, disant que en termes d'entraînement, Jackson n'a pas assez montré, ben s'il dit ça, c'est qu'il ment pas, quoi. Jackson Hamel a dû ne pas travailler assez dans l'entraînement. Je dois assumer ça. Je pense pas que Gard est un mythomane. Donc il doit dire la vérité. Donc voilà, moi Jackson Hamel, j'ai d'autant un petit penchant positif envers lui, parce que je l'ai vu jouer à FC Montréal, c'est un jeune, je l'aime bien. Je l'aime bien, il me connaît même pas, tu sais, je lui ai parlé une fois et demie, je pense, en 5 ans, j'ai aucune relation avec lui. T'es ami avec lui, mais toi, tu le sais pas. Exactement. Et lui, il le sait pas. Surtout lui, il le sait pas. On est BFF. Je vis avec lui sur les Instagram Stories. Mais pour dire, c'est... I wanna be your friend. I wanna be your friend, please follow, double tap. Mais pour vraiment, c'est... Gard n'a pas une dent contre Jackson Hamel. Pour une raison... Il est là pour gagner. Oui. Il est là pour gagner. Mais moi je l'ai tweeté, puis c'était pas méchant, mon tweet. Je comprends que Rémi Garde a eu des doutes sur Jackson Hamel. Tu sais? Ouais. À l'entraînement, c'est là qu'il voit, c'est là qu'il analyse ses joueurs. C'est le seul endroit. Hein. Il n'y a pas d'autre endroit encore. Ouais, c'est là qu'il prend ses décisions. Hein. Il est là depuis janvier. Il n'a pas beaucoup vu en pré-saison Jackson Hamel. Oui, il a vu les stats. Oui, probablement, il a vu quelques matchs. Là. Mais c'est la réalité du terrain. Puis la réalité du terrain en 2018, Jackson Hamel n'a pas pu démontrer à Rémi Garde comment il était bon et comment c'était un avant-centre utile pour le club. Mais oui, nous, les partisans, on était dans le droit de dire et d'exiger pratiquement à Rémi Garde, il fait-le jouer. Fais-nous confiance. On a vu ce qu'il est capable de faire. Pas v'là 5 ans, mais l'année passée, dans une équipe pas très bonne, on a eu... Il a donné de l'espoir aux playoffs pour certains partisans jusqu'à la fin. Oui. Par ses performances sur le terrain dans une... Et on disait à Rima, pratiquement on suppliait à Garde, fais-le jouer, fais-nous confiance, tu vas l'aimer. Exactement, et c'est pas comme s'il y avait Drogba devant lui, puis on se dit ok c'est bon, c'est normal. C'est parce que là, puis c'était le débat du début de la semaine dernière, c'est pas contre Vargas, c'est hey, t'es en train de mettre un gars qui sait pas jouer avant-centre. Je te le dis, là, tu vas pas le regretter. Jackson Hamel, 60 minutes, ça va être déjà mieux que 90 minutes de Vargas devant. Et au pire, si ça marche pas, tu es en train de dire publiquement et de façon logique que tout le monde va comprendre, les gars, j'ai pas d'attaquant de pointe. Voilà. J'ai 2 attaquants, les 2 marchent pas. J'ai un buteur qui est pas attaquant et j'ai un Vargas que j'aime beaucoup pour une raison quelconque, mais il fait pas le travail. Donc Garde se dit, j'ai tout essayé, les gars. Qu'est-ce que je fasse? Vous m'avez pas donné l'attaquant que je voulais, basta, ça marche pas. Vargas, là, en fin de match, je me souviens, je pense que c'est ton Saphir qui lui fait une passe. Incroyable la passe. Bon, je vais dire un autre nom parce que sinon tu vas pas m'écouter. Bref, il y a un joueur qui fait une passe et tu vois la non-réaction de Vargas et la réaction du gars qui fait la passe comme merde, pourquoi t'as pas couru? Et là, il se prend tard, il fait une course folle jusqu'à la ligne, finalement, le ballon départ. Je sais pas, il est peut-être dans une situation de doute, là, parce que il joue hors position puis il sait plus trop comment réagir. On l'a pas vu. Jackson, s'il n'a pas réussi des trucs sur le terrain, c'est parce qu'il a pas été capable, mais il y avait pas de doute. Jackson savait exactement ce qu'il devait faire. Exactement, oui. Il savait quand est-ce il fallait appuyer le milieu, quand est-ce qu'il fallait gagner ses duels, quand est-ce qu'il fallait relayer à gauche, à droite, quand est-ce qu'il fallait faire des courses. Le premier but, là, ça a été clair et net. Dès qu'il y a eu la touche, il a vu le ballon dans les pieds de Piatti, il est parti. Là. Boum! Ça, c'est un vrai attaquant, là. Oui, il n'était pas hors jeu, il a timé son course parfaitement. Piatti a fait la passe, puis on voit le sens du but. Il veut marquer la soif. Tu vois ce que je veux dire? Cette course-là, on l'a pas vu dans les 9 autres matchs. Non, c'est vrai. C'est ça qui était frustrant. C'est le genre de réaction-là, c'est cette réflexion-là qu'on a voulu un peu passer à notre coach. Et merde, tu gagneras pas parce que c'est Atlanta. On le sait qu'on va perdre probablement 9 fois sur 10 contre Atlanta. Mais tu gagneras jamais si tu n'as pas les meilleurs éléments de ton équipe sur le terrain.
qui donne ces situations de match-là pour espérer C'est vrai. transformer là, un résultat. Et en plus, Jackson Hamel s'est prouvé de deux façons. Lorsque New England jouait très haut, ils ont souvent joué haut. J'ai pas, Il a fait payer le prix. Là. j'ai pas compris pourquoi ils ont insisté pendant 75 minutes à jouer aussi haut que ça, mais bon. Il a peut-être vu les autres matchs avant, puis on dit, il n'y a pas de problème. On peut jouer haut. On peut jouer. On C'est est bon. vrai. On est bon. Non, c'est vrai. Mais on voit que comment Garde le savait, puis il a vraiment profité de ça. Puis il s'est dit, ben, tant qu'à faire ça, j'ai Jackson Hamel. Mais Jackson Hamel, quand l'impact avait un peu le ballon, faisait quand même du danger. Et puis les défenseurs étaient obligés de le couvrir. Puis voilà, quoi. Il avait un certain danger qui créait qu'il fallait que l'équipe d'affaires allait prendre en compte. Mais pour un petit bémol par rapport à Jackson Hamel, bon, si on compte pas l'année Klopas où il n'était pas vraiment dans les plans, parce qu'il y avait Drogba, Mancuso, il a quand même eu le même traitement par Biello. Donc, c'est pas, Jackson Hamel doit prendre une partie du blâme, je présume. Il doit le savoir pourquoi ça lui arrive. Je pense pas qu'il est le martyr de chaque coach qui va arriver, mais il se peut qu'il y ait une tendance, peut-être mal commencer la pré-saison, je ne sais pas, mais il y a une tendance qui me fait dire que peut-être il doit peut-être être plus actif ou plus, je sais pas, plus assidu dans les entraînements, et puis ça, voilà. c'est difficile pour nous parce que, tu sais, on parle beaucoup, mais on reste très, très limité parce qu'on voit que les matchs. Hein. Les pauses d'entraînement, on n'a pas accès aux joueurs, on n'a pas des contacts avec ses agents, rien. Est-ce que tu dis qu'on dit des conneries, c'est ça? Souvent. Souvent. Il paraît. Mais, Jackson, moi, si j'étais son ami à Jackson, mon premier truc que je dirais à Jackson, c'est il faut que tu réfléchisses aux éléments auxquels tu as un contrôle. Ouais. Il faut pas que tu blâmes les blessures en disant comme ça dans les heures, merde, je suis blessé, c'est pas de ma faute. En entraînement, je suis pas capable de le prouver parce que je suis blessé. OK, fine. Mais pourquoi tu es blessé? Est-ce que tu as un contrôle sur les éléments? Il s'est pas blessé pendant le match, là. Oui, peut-être qu'en l'entraînement, il y a eu un coup. Je le sais pas. Mais si c'est ça, il n'y a rien à faire. Mais il y a probablement un élément ou deux où il peut contrôler. Être en forme physique, c'est la responsabilité. Quand Rémi Garde parlait de culture de l'entraînement, là, c'est très, très large. Là. La culture de l'entraînement, c'est pas seulement l'heure et demie que tu es sur le terrain en train de courir avec les amis. Là. C'est tout le reste. C'est avant, c'est après, c'est ton rythme de vie, c'est ton alimentation, c'est ton sommeil. C'est rendu hyper scientifique. Là. Être professionnel, c'est ça qu'il a dit, c'est 24 heures sur 24. Moi, je le sais pas. Là. Jackson Hamel, je connais pas sa vie. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais si c'est à lui de se questionner puis se dire, OK, y a-t-il quelque chose que je fais qui nuit à ma carrière? Y a-t-il quelque chose que je peux faire de plus ou de mieux pour être apte à jouer de façon régulière? Parce que le talent, il l'a. C'est vrai. Puis, regarde, quand on parle de culture d'entraînement, très bon point sur Jackson Hamel, c'est très bien dit. Quand on parle de culture d'entraînement, la culture, c'est des systèmes de valeurs, c'est peut-être des traditions, des croyances, des modes de vie. Donc c'est vraiment, quand il parle de culture d'entraînement, c'est la culture d'entraînement de Rémi Garde, que lui a appris à travers toutes ces années en tant que joueur et de coach. Donc il y a une culture d'entraînement professionnelle que toutes les équipes en foot à travers le monde ont en commun. C'est son background à lui. Exactement. Toute l'équipe pro ont une culture d'entraînement pro. Maintenant, certains sont meilleurs que d'autres parce que sinon il y aurait 50 Real Madrid, il y aurait 50 Barça. Donc, il y a un certain niveau d'exigence qui est différent et d'attente. Maintenant, s'il parle de mode, de valeurs et de croyances dans cette culture-là, ben, c'est peut-être l'acharnement, le travail, la bonne condition physique, l'hygiène de vie, etc. Donc, ça ferait partie, à mon avis, de la culture d'entraînement. Si Garde pointait vers un mode de vie inadéquat de Jackson Hamel, peut-être il visait ça, peut-être. Mais ça change pas que, au niveau talent, Jackson Hamel, il a assez de talent pour être dans cette équipe-là. Peut-être une équipe 2021 qui est meilleure, il aura plus sa place, je ne sais pas. Mais comme tu as dit, Nilton, il faut qu'il contrôle ce qu'il peut contrôler. Ça, c'est juste lui qui le sait. Exactement. Puis un jour, il viendra. Regarde, je pense qu'un jour, on fait un entretien avec lui. À la Bernier, on va s'asseoir dans un sofa, puis on va siroter du champagne. Oui, c'est ça. Et puis on va parler un peu foot. L'entraînement dans un bar, ça va être super. C'est parfait pour son nouveau contrat. Est-ce qu'on a le temps pour d'autres questions? Allez, une dernière ou deux là. C'est comme tu veux, Nilton. C'est ton show. C'est votre show, les amis.
chaud. Wow. Wow. Kevin, tiens, notre ami Kevin Duska nous demande est-ce que le succès récent de la contre-attaque va devenir trop prévisible pour l'Impact de Montréal? Un système, là, tout le monde sait comment l'autre équipe joue. Hein? Oui. On sait comment Barcelone joue. Ça leur nuit pas. Oui. On sait comment d'autres équipes... On savait comment le Portugal, lors de l'Euro, jouait. Oui. Ça les a pas nuit. C'est prévisible ou pas, on s'en fout, là. Oui, exactement. Puis c'est vrai, Nilton. Puis c'est une question... Faut juste être bon dans ce que tu fais. Exactement. Mais le problème, c'est que si tu te... Comment dire? Si t'es têtu à jouer la contre-attaque à tout prix, qui est ton identité de jeu, il n'y a pas de problème. Cette équipe-là s'appelle l'Atlético Madrid, qui est aussi capable de construire le jeu. Je pense je suis sous caution d'Alec Avendano pour dire oui, l'équipe contre-attaque souvent l'Atlético de Simeone, l'Atlético de Simeone, mais ils sont capables de créer du jeu. Mais leur identité, c'est de bétonner, de gagner le ballon, puis te tuer dans le contre, le plus possible. Maintenant, en MLS, est-ce que tu peux te permettre de faire juste le contre, sachant que des clubs vont aussi jouer le contre comme toi? Ou ne vont pas jouer aussi haut qu'Atlanta, aussi haut que New England? Parce qu'il y a des équipes plus complètes. Les Red Bulls, ça mélange les deux. Les Red Bulls, ça peut jouer aussi bas et aussi haut qu'ils veulent parce qu'ils ont vraiment une culture différente dans leur foot, un modèle de jeu très distinct. Ils ont les éléments aussi parce que, tu sais, oui, il faut en effet un plan B quand ta tactique marche pas. Mais il faut aussi avoir les éléments pour avoir le plan B. Je veux dire, exactement. La contre-attaque, c'est l'arme de l'Impact de Montréal parce que Piatti est bon en contre-attaque. Oui. Il est capable de transformer tout son club en une machine dangereuse quand il est en contre-attaque. Mais si elle ne fonctionne pas, on peut pas devenir une équipe de possession comme ça. Là. Exactement. À moins de jouer contre le Fury d'Ottawa. Mais le problème, mais le problème que si elle fonctionne pas, Nilton, c'est que si par exemple t'as ton plan B, t'as pas plan B, et ton plan A, c'est la contre-attaque. La contre-attaque, c'est quand tu récupères le ballon, c'est que tu joues rapidement vers l'avant en 2-3 passes par exemple. Un nombre minimum de passes pour mettre le danger sur l'adversaire qui va être un peu déstabilisé par sa perte de ballon. Okay? Dans le match contre la Nouvelle-Angleterre, c'est ce qui est arrivé. La première demi, là, on est tous contents parce que finalement, on a presque gagné 4-0, mais ça a été un 4-2. Oui. Mais la première demi était dégueulasse. Et c'était pas pour la blessure d'Agudelo. D'Agudelo, ça peut être très difficile parce qu'il faisait un bon match. Puis les contre-attaques n'étaient pas toutes là. On a eu une contre-attaque, Raheem a un peu devancé le ballon, donc il n'a pas réussi son but. Puis comme tu as dit, le but n'est pas arrivé d'une contre-attaque, il est arrivé d'une touche, joué rapidement, boum, une action en 2 passes et c'était réglé. Après ça, en jouant, là, New England est venu attaquer Montréal en deuxième demi. Là, on a pu jouer la contre-attaque. Oui. Donc, mais il faut la contre-attaque. Elle peut ne pas fonctionner, puis il faut juste être patient. Et quand on parle exactement la patience, mais justement, tu ramènes à mon point. Si tu parles de patience et tu parles de contre-attaque, si tu n'es pas dans la phase attaque de la contre-attaque, tu es en train de défendre. Exact. Et si tu défends, tu as intérêt à défendre comme un champion. À chaque match, à chaque situation, à chaque fois. Sinon, tu perds 4-0 à chaque fois. Tu vois, je veux dire, Nilton? Si t'es pas béton à chaque match avec ton style de contre-attaque, dont je parle Juve quand elle ne veut plus attaquer. Je parle d'Atlético Madrid quand il décide de bétonner contre la plupart des clubs européens. Tu vois, je veux dire, il faut que tu sois parfait dans tes interventions, tes lignes soient serrées, les intervalles couverts, ton gardien vraiment quasiment parfait comme un dieu. Et quand tu attaques, tu fais mal. Et quand tu attaques pas, tu passes ton temps à défendre. Puis quand à Atlanta, ça a failli marcher, mais ça n'a pas marché. Donc, dans la contre-attaque, il y a l'attaque, il y a aussi la contre-attaque qui est ne pas attaquer du tout, quoi. Puis ça amène peut-être à notre dernière question. Denis Bouchard nous demande quel sera le meilleur duo défensif central. La contre-attaque, là, on a joué une contre-attaque avec une paire de défenseurs centrales nouvelles match après match. Oui. Éventuellement, une équipe avec un Diallo combiné soit avec un Cabrera, soit avec Fanny, ça va être complètement différent, là. Et peut-être je me trompe, mais j'ai pas l'impression, si tu prends si j'enlève Fischer de l'équation, parce qu'il a un profil très spécifique, j'ai pas l'impression que les autres défenseurs centraux sont si différents dans leur profil. Tu vois, je veux dire, j'ai pas l'impression que, bon, peut-être Fanny, mais j'ai pas l'impression que, ok, Diallo a une relance plus intéressante, mais tout le monde s'est relancé plus ou moins.
tout le monde va dans le duel, même si Raitala est peut-être moins fort que les autres et Cabrera est peut-être plus brouillon, mais j'ai pas l'impression que genre, ah ok, j'ai Parkhurst, puis genre Gonzalez Pirez. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est, Ouais. j'ai Colin, puis Parker. Ou j'ai Colin, puis avec Tyler Adams. Tu vois, j'ai pas Ouais, l'impression il n'y a, que c'est... y a pas de une espèce de duo complémentaire là, Ouais, complémentaire ou différent. Parce que tu peux être différent et pas être complémentaire. Mais vraiment, pour me dire, ouais, je vois distinctement un style différent. Parce que dans le foot moderne, à mon avis, de ce que je veux évoluer depuis que maintenant j'ai 38 ans, là, depuis peut-être 30 ans, je regarde le foot de façon sérieuse. Tu sais, avant, il y avait tout le temps le concept, il faut que les deux défenseurs soient complémentaires. Un plus rugueux et l'autre plus relanceur. Donc, d'où le concept Simon Soumaré en 2015. Ah, c'est Ouais. ça, Ouais, là, ça, c'était clair. c'est Markov Komisarek, tu sais, c'est genre, c'est un peu la culture hockey qui vient malheureusement dans l'analyse, mais je la comprends un peu. Mais depuis quelques années, tes deux défenseurs doivent être athlétiques, tes deux défenseurs doivent être rapides, tes deux défenseurs doivent savoir faire une relance. Bon, t'auras pas deux Ouais. Ramos en termes de Ça relance. devient compliqué, hein, parce que si on avait, OK, mais disons que toute notre brigade défensive, là, à partant du défenseur droit jusqu'au défenseur gauche, là, tout le monde est en santé. Elle est incroyable, magnifique, Oui, avec Taider devant, c'est encore plus beau. évidemment. Mais si on veut aligner une défense à 4, avec tout le monde en santé, ça serait pas si évident que ça de dire qui va jouer. Hein? C'est ça. Et c'est là où les préférences vont venir. Je préfère tel joueur, je n'aime pas ce joueur. Le profil m'intéresse mieux par rapport à cette équipe-là. Et cela, on va avoir du coaching. Parce que je te garantis, si les deux défenseurs étaient en forme et que l'impact n'est pas sous une séquence de 4 matchs sans victoire, par exemple, on aurait vu des rotations contre Chicago, par exemple, mercredi. On aurait vu genre, ok, Ben, on bon, va l'avoir déjà là. C'est Fanny, dans le fond, il l'a préservé pour Chicago. oui, c'est ça. Mais donc j'espère qu'il y aura cette rotation pour vraiment faire jouer parce que je pense que moi, honnêtement, Fanny, Cabrera, Raitala, Camacho, tu fais une rotation là. Si Fanny n'est pas blessé, il est en forme, c'est ta pièce centrale et tu fais le tourner-ménage entre les trois autres. Mais si on pense au plan de Joey Saputo 5 ans, l'idée, c'est de se retrouver avec Diallo Camacho. Oui, on a cette impression, mais le club peut se tromper. Ça fait mal c'est ça fait mal que Camacho soit un désastre et qu'il soit pas bon. Je dis pas ça, hein, mais il y a des chances que ce soit une fraude ou que ça marche pas, puis tout bad. Mais non, mais c'est juste une hypothèse, hein, c'est pas une théorie du complot. Là, ça va être les Belges qui seront pas contents après cette émission-là. T'as dit que c'était une fraude. Ouais, j'ai insulté les Français et la Ligue belge en même temps, hein, two in one. Donc c'est ça, mais c'est vraiment pour dire, pour une fois, il se permet d'avoir 7 défenseurs centraux, dont 4 sont blessés. 5 sont blessés en ce moment. Arrange les choses. Exactement. Donc, tu vas te débrouiller avec la compétition, mais j'ai pas l'impression qu'ils vont se retrouver avec 6 défenseurs centraux disponibles comme ça, là. Au pire, c'est faire une belle monnaie d'échange s'ils ont besoin un peu d'argent. Je sais pas ce qu'ils vont faire, mais je leur souhaite bonne chance. Bon, mais avec tout ça, on n'a pas parlé du hashtag. Hein? La saison est relancée. Le hashtag dont il ne faut pas dire le nom. Donc, il y en a plein qui l'ont sorti, mais pas nous encore. Pas nous. On attend. On attend le moment propice. Là, on s'en va à Chicago. Hein? Ceux qui vont écouter le podcast avant Chicago. Amusez-vous. Et veillez pas trop tard. Non, mais là, Chicago a perdu contre Atlanta. 2-1, c'est pas la fin du monde. That's weird. Là, un Chicago qui risque d'être aussi un peu fatigué. Là. Schweinsteiger, je sais pas s'il va pouvoir jouer ce match-là. Là, cette fois-ci, il a joué à sa vraie position. Il a joué comme milieu, pas comme défenseur central. Ouais, il avait dépanné comme libéraux, là, c'était intéressant. Mais on va voir ce que ça va se donner. Là, honnêtement, je pense qu'il y aura un bilan intéressant à faire après Chicago et ensuite Philadelphie pour voir où est-ce que mais l'Impact se t'imagines, là, place. Montréal va faire un résultat à Chicago. Il gagne le match. Wow. Là, les licornes vont sortir. Ah, la coupe. Oui, exactement. Il faut pas oublier, faut éviter le fameux cliché de dire que les gens sont bipolaires. Faut juste noter les noms des gens qui disent... Et les taguer. Pour voir ce qu'ils vont dire plus tard quand ils vont perdre. Exactement. Très souvent, quand on gagne, c'est pas les mêmes gens qui parlent que quand on perd. Mais Nilton, quoi? L'Impact, quand on joue contre Chicago, il gagne un match en main. Il s'ajoute automatiquement le match en main. Il arrive. Donc ça va. S'il le perd, ça compte pas parce que c'est un match en main. Donc c'est pas grave. C'est compliqué, ça. Puis ils vont l'échanger pour Camacho. Ça va donner 5 matchs en main. Oh boy. Un autre défenseur central qui va nous détester parce qu'on l'a échangé. Exactement, il va parler à son agent. Donc sur ce, merci tout le monde de nous avoir écoutés sur SoundCloud et toute autre plateforme de balado-diffusion que vous utilisez. Donc les mots-clés pour nous trouver, c'est
Cannes Football Club Plus avec le signe plus, important de l'ajouter, pour écouter tous nos podcasts, que ce soit le nouveau podcast sur la ligne de Monsieur Foot de Foot, le point à Vendano, le match en main de Julien Tardif, les faits sur MLS de Julien, MLS Africa Plus de Matt Lemay, et évidemment le podcast du Cannes FC, sous sa version courante multiethnique, le Couscous Piri Piri. N'oubliez pas, pour nous supporter, patreon.com/Cannes Football Club, un petit $5 par mois, ça nous aide beaucoup. Et aussi, partagez le contenu. Hein. Si vous ne pouvez pas nous aider financièrement, partagez nos contenus, parlez-nous à vos amis, interagissez avec nous, likez notre page Facebook, suivez-nous sur le podcast. C'est important tout ça. Ou au pire, défendez-nous quand on se fait attaquer. Exactement, voilà. Défendez-nous, chère armée IMFC. Et évidemment, si vous connaissez des gens qui veulent nous aider financièrement, mais qui ne veulent pas le faire sur Patreon, mais ils ont le business, dirigez-les vers moi, Sofiane Benzaza sur Twitter, ou canfc@africanlife.com si vous voulez être un sponsor de cette émission. Ça me fera plaisir de travailler avec vous. Nilton, merci et bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao tout le monde.